patrimoine thématique en partenariat avec l'Anacofi. Et on commence donc comme d'habitude avec l'art à la une. L'art à la une avec Sybille Aoudjan, je le disais en introduction, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans le monde de l'art cette semaine, Sybille ? Je vous propose d'abord de remonter un peu le temps avec un portrait de la jeune Marie-Antoinette, peint par Joseph Siffret Duplessis, le peintre de la cour, peintre des rois, de la noblesse de France. Ce tableau a été vendu 175 000 €, frais compris, auprès de la maison de vente aux enchères Agut. Une estimation qui a été multipliée par 4. Cette œuvre a été préemptée par le château de Versailles. Elle a donc rejoint les collections du château de Versailles par une procédure exceptionnelle. Donc cette préemption, cela permet aux collections publiques d'intégrer des œuvres présentant un intérêt majeur. Donc dans toute vente publique, une collection publique peut subroger cette œuvre à l'acheteur. Et donc ce droit ne s'applique seulement que lorsque le bien a dépassé son prix de réserve, et donc le représentant des collections attend le coup de marteau final pour se manifester. Donc Versailles a le droit de préempter l'œuvre. Pourquoi est-ce qu'il a décidé de le faire ? Alors c'est le directeur du département tableaux et dessins anciens d'Agut, Grégoire Lacroix, qui a redécouvert ce tableau qui a été peint entre 1771 et 1773. Il s'appelait à l'époque La Petite Marquise et désormais il a été renommé Portrait de la Dauphine de France, Marie-Antoinette de Lorraine-Habsbourg. Il existe deux versions de ce tableau qui sont quasi identiques. Un tableau original qui n'a toujours pas été retrouvé et puis cette version qui vient d'être vendue, tous deux étaient portés disparus depuis une centaine d'années et on avait les traces de ce tableau seulement par une photographie noir et blanc qui existait et aussi une esquisse de ce tableau est déjà dans les collections du château de Versailles. Et qui va pouvoir retrouver donc le grand format finalement et la format finale et en couleur. Dans l'actualité des foires à présent, Sybille, Art Basel Miami Beach a lancé son édition 2021. Tout à fait, ça faisait 2 ans que Art Basel en fait n'avait pas traversé l'Atlantique. Alors voilà, la foire a repris, 253 galeries, 36 pays représentés. Une foire toujours aussi riche avec peinture, sculpture, installation, photographie présente, un secteur Nova pour les artistes émergents, un secteur Surveille pour les nouvelles galeries, secteur édition pour les estampes et les livres, et puis un espace Méridien pour les œuvres monumentales. Alors selon le Financial Times, les allées ne sont pas remplies, mais les ventes sont plutôt stables. Ils expliquent notamment que les mesures du maire de Miami, qui s'appelle Francis Suarez, a permis de rendre la région plus attractive et les galeries le ressentent dans leur rapport avec les clients. Et puis aussi un article des Échos témoigne de la montée en puissance exceptionnelle d'artistes africains dans la lancée du mouvement Black Lives Matter, dit l'article. Il cite notamment la galerie Almin Rech qui a vendu une œuvre de Otis Kwameshi Kweko qui a été vendue dès l'ouverture de la foire autour de 80 000 $. Alors est-ce que c'est un retour à la normale ? Là, malheureusement, cette semaine, il y a aussi lieu l'annulation de la Brafa qui a lieu en janvier à Bruxelles. Et donc ce qui fait renaître des mauvais souvenirs au monde de l'art. Cette annulation a été faite cette semaine et donc la Brafa se concentre désormais sur son édition 2023. Ouais, effectivement, on voit dans le monde de l'art également des événements s'annuler alors qu'on avait recommencé à faire des événements physiques. Un mot maintenant du prix Turner qui a été attribué, Sybille. Tout à fait, c'est ce prix qui a été décerné à des artistes britanniques. Cette fois-ci, ce n'est pas pour un artiste en particulier, mais pour un collectif d'artistes qui s'appelle Array Collective. Alors, les mots du jury sont les suivants. C'est une exposition qui est pleine d'espoir, dynamique, qui aborde des problèmes sociaux et politiques urgents affectant l'Irlande du Nord, avec humour, sérieux et beauté, pour reprendre leurs mots. Array Collective est basé à Belfast. C'est 11 artistes qui se sont fédérés en 2016. Et là, l'exposition a lieu au Herbert Art Gallery and Museum, qui est situé à Coventry, qui est tout
tout à fait accueillante malgré son discours très engagé. Et donc chaque année, la Tate Britain décerne ce prix depuis 1984. Ce sont 25 000 pounds qui sont versés aux gagnants et 10 000 pounds à chaque autre artiste présélectionné. Humour, sérieux et beauté, ça fait rêver. Alors on termine maintenant, Sybille, sur le Power 100 qui, comme son nom ne l'indique pas, est un classement des artistes, c'est ça? Des artistes qui ont le plus la cote? Des personnes, en fait, il n'y a pas que des artistes qui sont les plus influentes dans le monde de l'art selon leurs termes. Et donc ce qui est intéressant, c'est que là, en première position se trouve une non-personne. Donc exactement, l'intitulé, c'est Non-Human Entity. Elle s'appelle ERC 721 et ERC 721, c'est en fait la norme sur laquelle se basent les NFT qu'on connaît mieux, donc c'est non-fungible token. Donc pour qu'un NFT soit bien certifié, il faut qu'il réponde à certains critères appelés ERC 721. Et puis autre aspect intéressant, c'est qu'en deuxième position, là on passe totalement de l'autre côté, c'est la penseure Anna Tsing qui est classée en deuxième position, anthropologue et auteur du livre Le champignon du bout du monde, donc un rapport plus proche avec la nature. ERC 721, je reste là-dessus, ça fait un peu nom de robot ou d'intelligence artificielle, on n'y est pas encore, mais c'est un NFT, ça tombe bien, on va pouvoir en parler avec vous Alain Quemin, bienvenue sur ce plateau également. Vous êtes professeur de sociologie de l'art et de son marché, membre de l'Institut universitaire de France et vous avez déjà également rédigé 2 ouvrages sur ce sujet, Le monde des galeries qu'on va voir apparaître à l'écran, mais aussi les stars de l'art contemporain. On va commencer par celui-là puisque du coup vous avez regardé ces classements, vous les avez analysés, alors peut-être pas celui-là mais d'autres puisque le livre a été édité en 2013. Qu'est-ce que ça vous évoque aujourd'hui que ce classement, le Power 100, voit sa première place trustée par un NFT ou en tout cas un code qui permet de certifier des NFT? Alors si, j'ai travaillé notamment sur le Power 100, donc sur ce classement en particulier. Et le monde de l'art contemporain est très friand de classements, comme la société en général. On a régulièrement des classements des universités, des écoles de commerce, des business schools, des hôpitaux, des villes où il fait bon vivre, où il fait bon prendre sa retraite. Et donc le marché de l'art contemporain n'y échappe pas. Il existe de nombreux palmarès d'artistes. Et puis ce palmarès mixte qui entend classer à la fois les artistes eux-mêmes et puis d'autres acteurs qui sont censés être puissants dans le monde de l'art contemporain. Et au risque de vous décevoir, il faut dire que le Power 100 est l'un des moins fiables de tous ces palmarès. Il est vraiment élaboré au doigt mouillé, pour parler familièrement, avec une méthodologie très floue, pour ne pas dire quasi absente. Et depuis plusieurs années, il évolue beaucoup dans un sens politiquement correct. L'an dernier, il avait fait rentrer en nombre des personnes afro-descendantes. Cette année, il est marqué donc par la montée en puissance des NFT. Mais on ne sait pas du tout comment le palmarès est élaboré. Et selon toute vraisemblance, c'est un ensemble de collaborateurs qui se réunissent de façon assez informelle et qui décident d'attribuer des positions. Il existe des palmarès beaucoup plus sérieux que celui-ci. Et comme il existe depuis 2002, il est quand même abondamment commenté parce qu'il a la force de sa propre ancienneté qui tend quand même à le légitimer malgré toutes ses limites. Donc on va revenir à tous ces palmarès, mais donc plus récemment vous avez publié Le Monde des Galeries, c'est une enquête de 10 ans, un travail de 10 ans. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà ce que vous avez vu comme évolution marquante à travers ces 10 ans dans le monde peu transparent peut-être des galeries ? Alors je pense que l'évolution la plus marquante sur cette période d'une dizaine d'années est vraiment l'augmentation de l'intensité capitalistique de l'activité de galerie qui traditionnellement était plutôt une activité de type artisanal. Les galeries restaient quand même de taille assez limitée, le nombre de collaborateurs était assez restreint et puis l'activité était relativement peu internationalisée, c'est-à-dire que les galeries étaient très implantées généralement dans un pays, éventuellement 2, mais à part quelques très rares exceptions, elles n'ouvraient pas d'antennes très nombreuses à l'échelle internationale. Et leurs espaces étaient encore des espaces de taille assez restreinte, qui ne pouvaient pas concurrencer avec les musées. En l'espace de 10 ans, tout cela s'est véritablement transformé. On a aujourd'hui des galeries dont les espaces sont absolument magnifiques, qui peuvent rivaliser avec certains musées, certes pas les plus grands musées internationaux, mais quand même avec des musées de taille restreinte ou moyenne. Et les galeries sont de plus en plus présentes, occupent de plus en plus donc, de positions dans la construction des valeurs contemporaines. Oui, on va avoir des galeristes qui auront plus une casquette de curateur désormais et qui vont essayer de faire un espace plus curaté, comme on le dit. Est-ce que du coup, on s'éloigne de l'identité White Cube dont vous parlez dans votre livre, c'est-à-dire mur blanc, œuvre très immaculée comme ça ?
Alors, les galeries reprennent de façon très large les codes des musées. La différence, c'est qu'elles ont un back-office que les musées n'ont pas. Si on est dans l'espace qui est accessible au public le plus large, finalement, parfois, il est assez difficile de savoir si on est dans une salle de musée, du moins pour les galeries les plus importantes, ou si l'on est véritablement dans une de ces structures. Ce qui les différencie véritablement, c'est toute l'activité commerciale qui n'est pas visible au premier abord du visiteur lambda, mais qui va être véritablement accessible aux collectionneurs qui seront amenés donc à franchir la banque d'accueil, bien souvent, et passer dans ce deuxième espace. Et puis, les galeries jouent de plus en plus de cet espace muséal pour légitimer leurs œuvres, légitimer leurs artistes. Et c'est pourquoi, parfois, elles vont jusqu'à embaucher, même à débaucher, des commissaires qui travaillaient parfois auparavant dans le système public pour organiser des expositions qui vont véritablement rivaliser avec les musées. Et après cette période de Covid, qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que le territoire, vraiment la galerie en elle-même, a moins d'importance du coup parce que les réseaux Internet va prendre plus de place? Ou alors est-ce que ça reste super important d'avoir un espace pour sa galerie? Alors, les galeries ont beaucoup misé, effectivement, sur les ventes en ligne, parce qu'elles savaient, par exemple, que les maisons de vente aux enchères, telles que Christie's, Sotheby's, pour les principaux opérateurs internationaux, avaient nettement mis en avant ce type de développement. Pour autant, pour ce qui est du premier marché, à savoir les artistes dont les œuvres apparaissent pour la première fois en étant en vente, eh bien, on voit qu'il y a quand même des limites. Les rapports d'interconnaissance sont extrêmement forts. Si ce n'est les superstars de l'art contemporain, ou alors les artistes extrêmement peu chers, il est très difficile quand même d'amener les collectionneurs à s'intéresser à ces artistes-là. Et c'est pourquoi, dès que les foires ont pu reprendre, même sous contrainte, eh bien, les galeries ont été extrêmement demandeuses. Et puis également, pendant la période de confinement, les galeries ont beaucoup négocié. On l'a vu en France avec le comité professionnel des galeries d'art, pour pouvoir quand même bénéficier de mesures dérogatoires et accueillir les collectionneurs. On voit bien que la dématérialisation des transactions dans le cadre des galeries, donc du premier marché, comme je le disais, reste extrêmement difficile et donc assez limitée. Pour se donner une image de modernité, les galeries tendent parfois à accentuer, voire à exagérer ce type de transaction, mais en réalité, le face-à-face reste encore déterminant. D'accord. Peut-être un mot également des palmarès. Je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure. Effectivement, les galeries sont de plus en plus grosses, parfois internationales. Elles ressemblent de plus en plus à des musées, mais on est quand même sur deux rôles assez différents. Et le rôle d'une galerie, c'est de vendre des œuvres d'art. Le rôle d'un musée, c'est peut-être de faire payer un droit d'entrée ou non, mais pour présenter des œuvres d'art et ensuite les voir, peut-être les restaurer, en tout cas les conserver. Est-ce que c'est problématique que les galeries deviennent des petits musées à part entière ? Alors, les galeries, parfois, effectuent en quelque sorte des détours de production et vont organiser des expositions dans lesquelles, on ne le sait pas toujours, très peu d'œuvres peuvent être à vendre. Pour des raisons d'image, il existe parfois d'énormes galeries internationales. Alors, quand je parle d'énormes galeries internationales, cela reste quand même des petites et moyennes entreprises. Les plus importantes galeries dans le monde ont environ jusqu'à 300, 350 collaborateurs. Mais elles peuvent donc faire un investissement en se disant, nous allons organiser une exposition de prestige, nous allons même éventuellement emprunter des œuvres à certains musées. Et donc, bien que nous soyons une galerie et que normalement, tout soit à vendre dans leurs espaces lorsqu'elles organisent des expositions, elles peuvent ponctuellement organiser donc des accrochages dans lesquels rien ou très peu d'œuvres seront véritablement à vendre. Mais en se disant que cela leur permet de capitaliser, d'entretenir leur image de marque pour ensuite pouvoir mieux vendre leurs artistes dans les expositions qui suivront. Et pour revenir au palmarès, est-ce qu'il y en aurait un du coup qui serait fiable et que vous conseillerez à certains collectionneurs de le regarder pour faire certains investissements, par exemple? Pas le Power 100, ça on a compris, mais... Voilà, alors il existe quand même, c'est vrai, à chaque fois il est important de différencier entre les différentes sources d'informations auxquelles on peut se reporter. Le plus ancien de tous ces palmarès, bien entendu, est un palmarès d'artistes exclusivement, qui est le Kunstkompass, qui remonte à 1970. Mais bien entendu, aujourd'hui, avec les technologies, les big data, il existe un palmarès qui est plus fiable, qui comporte certaines limites, j'ai été amené à les souligner en tant que sociologue, mais qui quand même offre un meilleur degré de fiabilité, et donc c'est le palmarès d'Artfax. Et puis quand on se reporte au marché, eh bien il existe des palmarès sur les résultats en vente aux enchères, donc là sur un objet plus limité, et qui sont donc les palmarès d'Artprice et d'Artnet. Et dans vos livres, vous parlez beaucoup de la notoriété des artistes, de certains entre-soi que vous pouvez critiquer. Est-ce que, comment du coup la cote d'un artiste va évoluer? Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte pour pricer par exemple une œuvre?
Alors, le plus souvent, sont quand même les transactions antérieures qui vont être prises en compte. Et puis ensuite, on va tenir compte de facteurs tels que les dimensions, tels que le médium, et puis également l'état global du marché. Mais c'est pour ça également que ces bases de données qui permettent d'accéder aux résultats antérieurs sont extrêmement utiles pour produire une évaluation. Merci beaucoup Alain Quemin. Je rappelle que vous êtes professeur de sociologie de l'art et de son marché et membre de l'Institut universitaire de France. Merci également Sybille Aoudjan pour l'art à la une de cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour suivre les actualités dans le monde de l'art. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialisé sur ces questions au sein de la rédaction de Bismart. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeux Patrimoine.